Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 26 novembre 2016. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session. C'est l'information du jour. Cuba et le monde entier se sont réveillés orphelins du père de la révolution de 1959. El Comandante s'est en effet éteint hier soir à l'âge de 90 ans. Le décès du leader Máximo a été annoncé par son frère Raúl à la télévision publique cubaine à La Havane, la capitale cubaine, et bien dans les autres villes également. C'était bien sûr la tristesse. Cher peuple de Cuba, c'est avec une profonde douleur que je me présente pour vous dire à vous, mais aussi à nos amis du continent américain et du monde, qu'aujourd'hui, le 25 novembre 2016, à 10h29 du soir, le commandant en chef de la révolution cubaine est mort, Fidel Castro Ruz. En accord avec la dernière volonté du compagnon Fidel, sa dépouille sera incinérée. À La Havane, la nouvelle a tiré du lit tous les Cubains. Comme effondrés devant leur téléviseur où l'annonce est relayée, cela ne semble pas en revenir. Dans leurs yeux, encore embués de sommeil, se lit la fin d'un monde. Je suis très triste. Il était notre chef, des peuples du monde. Il sera toujours El Caballo. Nous sommes très tristes de la mort de notre commandante. Même s'il est mort, il sera toujours notre commandante. En cette nuit historique, les bars de La Havane sont restés ouverts malgré l'heure tardive. Mais seul le poste de télévision résonne. Là aussi, on est abasourdi. Dans cet autre foyer, par contre, pas de larmes. Pour ses opposants au leader Máximo, sa mort signe aussi la fin d'une époque, mais surtout le début, espère-t-il, d'une nouvelle ère. Certains vont sûrement sabrer le champagne. D'autres ont peur de ce qui va se passer. Et l'immense majorité des Cubains, ils ressentent cette incertitude quant à l'avenir. Mais nous devons profiter de cette occasion historique pour ouvrir les portes à toutes les voix du pays et à tous les enfants de la nation cubaine, y compris les jeunes qui veulent contribuer au pays. Et je pense que c'est le moment à la fois pour lui dire au revoir et pour nous tous nous rassembler. Mais quelle que soit leur idéologie, tous les Cubains se sont réveillés orphelins ce matin. Des années de propagande et le mythe de la révolution castriste ont marqué plusieurs générations, et la procession des cendres de Fidel Castro à travers toute l'île la semaine prochaine devrait mobiliser des millions de personnes avant ses funérailles le 4 décembre prochain. La mort de Fidel Castro n'a donc pas fait, comme on l'a vu dans le précédent reportage, que des malheureux. Plusieurs Cubains qui se sont exilés depuis cette révolution de 1959 qui l'a conduit s'en réjouissent fortement d'ailleurs. C'est le cas par exemple de ceux établis depuis 1959 aux États-Unis, notamment dans la ville de Miami. La petite Havane à Miami en Floride, capitale des exilés cubains. Il est minuit et demi, la mort de Fidel Castro vient d'être annoncée. Toute une communauté se retrouve dans la rue pour faire la fête. Une marée humaine. Il n'y a pas de débat ici ce soir. Tout le monde se réjouit. Toutes les générations célèbrent la mort d'un dictateur. J'ai 24 ans et j'ai attendu ce moment toute ma vie. Mon père a été emprisonné pendant 2 ans à Cuba, simplement à cause de Fidel Castro. Le drapeau que j'ai ici recouvrait le cercueil de mon grand-père il y a 46 ans. Quand ils l'ont enlevé, mon oncle, qui était un grand patriote, m'a dit qu'il ne faudrait pas le dérouler avant la mort de Fidel. Ma fille me l'a rappelé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là. Renouer avec l'histoire familiale, faire le deuil des blessures de l'histoire, c'est ce que permet la mort de Castro pour ces Américains restés cubains dans l'âme. Un moment intense que certains n'hésitent pas à immortaliser dans un joyeux concert de casseroles, avec l'espoir d'une page qui se tourne. Et les choses vont changer à Cuba. Tout le monde attend ça. Et le moment est venu. Il est là. Changera ou pas, Fidel Castro n'était pas encore incinéré que les Cubains de Miami l'envoyaient déjà en enfer au cri de Cuba Libre. Voyons à présent le portrait de cet homme, Fidel Castro, qui a tenu tête aux États-Unis d'Amérique pendant près d'un demi-siècle.
Janvier 1959, l'homme a une trentaine d'années. Il entre alors triomphalement dans la Havane. Il vient de faire tomber le dictateur Batista. La population fait la fête. La révolution Mais la bourgeoisie, elle, préfère fuir le pays. Direction les États-Unis qui veulent renverser Castro. Cela donne lieu au fameux épisode de la baie des Cochons. Les États-Unis font débarquer sur l'île des exilés cubains. Ils ont été entraînés par la CIA, mais pourtant ils vont échouer. Castro devient alors un héros, un mythe, pour une large partie de sa population. Beaucoup de Cubains apprécient cet homme qui vient parler avec ses citoyens, qui a réussi à faire du système éducatif l'un des plus performants du continent. C'est la même chose pour le système de santé. Mais il n'est pas gagnant sur tout. L'économie cubaine est au point mort car l'embargo américain fait mal. Les magasins sont vides, le soutien du régime soviétique n'améliore pas les choses. Là-bas, la liberté est un mot vide de sens. Alors d'année en année, ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays par des moyens de fortune. Ce régime-là, Fidel Castro va le mener pendant près de 50 ans, un record. Car il dit avoir échappé à plus de 600 projets d'assassinat. Mais il n'échappe pas à la maladie. Il se met d'abord en retrait, puis en 2008, il se retire totalement du pouvoir pour laisser la place à son frère. Pendant un demi-siècle, il aura incarné Cuba, au point que l'on disait « Fidel c'est Cuba, et Cuba c'est Fidel ». Voilà, pour être un peu plus complet sur ce décès du leader Maximo, je vous propose de suivre la réaction d'un altermondialiste nigérien, Fidel Castro, et le Cubain incarné en effet ce mouvement altermondialiste, cette possibilité d'un autre monde qu'offre, plutôt donc que celle qu'offrent les puissances capitalistes et les puissances occidentales. La réaction donc de l'altermondialiste nigérien Maman Sani Adam. Toute l'humanité progressiste est en deuil. Tous ceux qui ont battu pour que l'être humain soit au centre des politiques de développement, pour que l'humanité soit débarrassée de l'exploitation, des oppressions, de domination, ne peuvent que se sentir ce choc-là, parce que Fidel Castro a toute son existence consacré sa vie à ce combat pour l'émancipation humaine, contre l'impérialisme, contre les oppressions, contre les dominations, contre l'exploitation. Et donc c'est l'un des derniers représentants de tout ce mouvement révolutionnaire de la fin du XXe siècle qui vient de tirer sa révérence. Et on est tenté de dire que c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir maintenant dans la lutte pour la réalisation des exigences d'émancipation humaine. Il y aura un avant et après Castro. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de cette actualité de ce jour, la mort de Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine de 1959. C'est notre sujet qui a dominé l'actualité aujourd'hui, mais ici, sur le plan national, l'interpellation ce matin du Premier ministre Brigitte Raffini par une députée plutôt de l'opposition sur la situation scolaire dans notre pays. Brigitte Raffini, qui s'est fait représenter par le ministre en charge des enseignements secondaires, a donc répondu à cette question seulement en l'absence des députés de l'opposition qui ont choisi de boycotter cette séance pour des questions de procédure. Je vous propose de suivre le résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. C'est au vu de la situation que vit l'école nigérienne, gangrénée depuis la rentrée des classes par des grèves, débrayages et manifestations intempestives, que l'honorable député Amina Abdou Souna du parti Lumana a jugé utile d'interpeller le Premier ministre Brigitte Raffini devant les élus du peuple pour répondre à un certain nombre de questions qui mènent le système éducatif nigérien. Malheureusement, comme dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. La bonne dame ayant eu des malaises la veille, ne pouvant pas assister à ces débats et conformément
conformément au texte de l'Assemblée nationale, elle a mandaté par procuration un autre député pour la réplique après les explications du ministre des Enseignements secondaires représentant le Premier ministre, procédure à laquelle le président de l'Assemblée ne donne pas suite et pousse les députés de l'opposition à vider l'hémicycle. Nous venons malheureusement, comme vous l'avez constaté, d'observer avec vous que le président de l'Assemblée nationale a délibérément décidé de violer les textes qui nous régissent en nous enlevant, nous, opposition, le droit de déférer par procuration à un autre député pour parler et agir en lieu et place du député absent. La démocratie, même ici au niveau de l'hémicycle, est menacée. Et c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas nous associer à cette mascarade qui permet juste de venir effleurer les questions au lieu de les toucher dans leur profondeur. Il est absolument hors de question qu'à travers le nombre, on décide de nous étouffer, on décide de nous empêcher de jouir de nos droits constitutionnels et de faire ce que nos textes, en l'occurrence le règlement intérieur, nous autorisent à faire. Le ministre a tenu quand même à vouloir expliquer à la lanterne de la représentation nationale en répondant aux différentes questions. Le principe de la subsidiarité, selon lequel les compétences s'exercent au niveau le plus approprié. À titre d'exemple, la gestion des lycées revient aux régions, celle des écoles primaires aux communes. Relativement au processus en cours, je tiens à rappeler que par directive numéro 104/2014 du 11 août 2014, le gouvernement a décidé de procéder au transfert des compétences et des ressources dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement. Notez que pour cette année, en lieu et place de 25% du budget national pour le secteur éducatif en 2016, le budget 2017 prévoit lui seulement pour le secteur éducatif 13,78% pour le secteur éducatif, soit 11,22% de moins. Voilà, il faut noter que les députés de l'opposition, pour mieux expliquer les raisons de cette interpellation, mais aussi celles de leur décision de se retirer de la salle pendant les discussions, ils ont animé un point de presse que vous suivrez en partie magazine de cette édition. Déclaration ce matin du collectif des organisations des éleveurs du Niger pour condamner les actes violents donc perpétrés à Bangui et exiger des autorités à prendre des décisions adéquates pour remédier au problème du conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Cheibou Guisso et Nafissa Hassan. Près d'un mois après les événements tragiques intervenus à Bangui dans le département de Madawa, où au moins 18 personnes ont été tuées dans un conflit intercommunautaire, les organisations paysannes continuent à condamner l'acte. Condamnons vivement toutes les attaques terroristes perpétrées au Niger et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Demandons à ce que des poursuites pénales soient engagées contre les forces de défense et de sécurité présentes à Bangui et à Bani Bangou au moment des faits pour non-assistance à des personnes en danger. Condamnons fermement l'attitude partisane des autorités de Bani Bangou. Condamnons l'assassinat injustifié des sieurs Sadio Dana et Husseini Garba. Condamnons la diffusion des informations erronées par la télé nationale dans l'affaire de Bani Bangou et ce au mépris du principe de la présomption d'innocence. Au vu de la gravité de la barbarie de Bangui, le collectif des organisations des éleveurs du Niger. Exigeons des autorités que la question des conflits communautaires soit considérée avec toute l'attention que requiert la gravité. Exigeons des autorités que soient recherchés et punis sans faiblesse tous les auteurs, co-auteurs et complices à chaque niveau qu'ils soient. Fustigeons tous les comportements et déclarations qui sont de nature à créer la confusion et renforcer la stigmatisation de la communauté.
appelons tous les acteurs à plus de responsabilité et de sérénité pour éviter d'incriminer d'innocents citoyens. Lançons un appel aux élus nationaux pour que cette question communautaire fasse l'objet d'interpellations et d'enquêtes parlementaires afin que l'opinion nationale et internationale soit pleinement informée sur l'envergure du phénomène. Face à ces faits très graves, le collectif lance un vibrant appel à l'endroit du président de la République, chef de l'État et garant de l'unité nationale, pour que des dispositions idoines soient prises afin de mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Voilà, parlons à présent cette fois-ci encore une fois de cette épineuse question de l'insalubrité dans la ville de Niamey avec un autre cas au niveau du quartier Plateau dans la zone communément appelée Case Allemande où un important dépotoir sauvage donc est en train d'indisposer les populations riveraines. C'est un reportage de Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. La zone est dite celle de la Case Allemande. Nous sommes ici au quartier Plateau. En ces lieux, l'atmosphère tout comme l'air y sont des plus irrespirables. Et ce ne sont pas les riverains qui diront le contraire. Les ordures nous indisposent. Elles en ont empoisonné l'atmosphère vendant la nourriture ici. Quand je leur dis de ne pas déverser, ils me répondent mal. Quand l'on est dorandi, à gogi dorandir client go dora asthmatique go rabura irsi ga fulan zamiri sai si fulan zam fumba wal sirsa wo ne wonir go ga goradir ba funa ay wa kan go salan aran sene ay wa asm naiga bin lutayno gaiga la fumée on ne sait pas où mettre la tête. Moi je suis asthmatique et nous sommes exposés à toutes les maladies. Kana ikul dullo dori dina go kandirga kal sobaran de basibu kan go girwa une situation inconfortable que subit impuissant les élèves des lycées à proximité, soutenus dans la démarche par les parents à une pétition de leur progéniture. On a eu les élèves du lycée La Fontaine qui avaient lancé une pétition au sujet de la décharge qui s'est installée à côté du lycée. Donc on a voulu se révolter contre l'établissement croissant des déchets qui s'y installent. On les brûle régulièrement et les fumées qui sont toxiques s'emparent du quartier et même de la ville en fait, et particulièrement du lycée. Moi je représente les parents des 800 familles, les 800 élèves qui sont scolarisés au lycée La Fontaine à Niamey. C'est une question de santé publique. À quelques mètres de notre école, il y a une décharge sauvage d'ordures ménagères qui est constamment en train de brûler, qui émane des gaz, des fumées toxiques et qui pollue l'air dans le cadre de l'établissement de l'école La Fontaine. Moi, je pense à la clinique Pasteur qui est juste à côté. Je pense à toutes les décharges sauvages qui sont éparpillées dans la ville de Niamey. On ne pense pas simplement à nos élèves, on pense à tous les citoyens de la ville de Niamey qui souffrent de cette fumée, de cet air toxique qui met en danger la santé de nos enfants. Des riverains en passant par les élèves et leurs parents, tous expriment un ras-le-bol généralisé, d'où leur appel pressant. On en a marre et de grâce qu'on nous en débarrasse. Je pense qu'il faut que ça cesse le plus vite possible. L'État nigérien devrait vraiment agir parce que c'est pas bon pour surtout les élèves du primaire qui sont vraiment exposés à ces fumées. Donc il faudrait vraiment y remédier vite. Cette montagne d'ordures non seulement indispose les riverains, en plus les générations davantage leur créent des ennuis. Ennuis de toutes sortes, dont ceux sur le plan sanitaire qui n'est pas sans conséquence. Voilà, aux dernières nouvelles, il semble que cette décharge est en train d'être dégagée. Avant la partie magazine, retenez que l'amicale des anciens élèves du lycée Issa Korombe de Niamey a organisé ce matin une cérémonie pour féliciter M. Mohamed Moussa qui a été élu, vous le savez, récemment directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Mohamed Moussa est en effet un ancien élève du lycée national devenu par la suite donc lycée Issa Korombe. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Halidou Bourama et Nafissa Zakou.
Après la brillante élection de notre compatriote Mohamed Moussa à la tête de la direction générale de l'ASECNA, l'heure est à la jubilation au niveau de l'amicale des anciens élèves du lycée national devenu lycée Issa Korombe, qui se réjouit du succès obtenu par un des leurs ayant fréquenté la même école. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui cadre parfaitement avec les idéaux de notre amicale et les objectifs qu'elle s'est fixés depuis sa création il y a 8 ans environ. Connaissant les nobles idéaux de notre amicale, notre association, nous avons décidé d'organiser cette cérémonie pour féliciter et encourager notre frère et ami Mohamed Moussa. Partager avec lui la joie que suscite un tel succès. C'est une joie pour nous tous. Individuellement, c'est une joie pour nous en tant que Nigériens, c'est une fierté pour nous tous. Au nom de l'ensemble de la famille des anciens élèves du lycée Issa Korombe, nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions pour qu'il puisse honorer notre amicale et au-delà notre pays dans son ensemble. Un modèle à suivre pour les élèves actuels du lycée Issa Korombe et un moment de grande fierté pour le récipiendaire. À tous les anciens et tous les moins anciens qui sont là, je vous remercie du fond de mon cœur pour ce déplacement que vous avez fait pour m'honorer à la demande de l'amicale des anciens élèves du lycée Issa Korombe. Je sens beaucoup plus chez moi sous ces gars peut-être que dans ma propre maison, parce que j'ai tout appris ici, j'ai tout fait ici. 7 ans, c'est pas petit. J'ai passé 7 ans ici, de la 6e à la terminale. Et Dieu seul sait que j'ai participé à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de souvenirs. Une cérémonie également riche en témoignages émanant des personnes ayant fréquenté la même école que Mohamed Moussa, qui ont tous salué son parcours fascinant et son ardeur au travail pendant son passage au Korombe. La partie magazine, comme annoncé donc, elle est consacrée à un point de presse animé ce matin par les députés de l'opposition parlementaire, un point de presse dans lequel ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont retirés de la salle de la plénière ce matin, alors qu'un de leurs a interpellé le Premier ministre Brigitte Raffini sur la question de l'école nigérienne. Ils ont donc expliqué les raisons de l'interpellation, mais également celles de leur retrait de la salle de plénière. Je vous propose de suivre donc l'intégralité de ce point de presse. Bonne réception et bonne suite de nos programmes. Un sage disait un jour à son empereur: Sire, si vous voulez détruire un pays, inutile de lui mener une guerre sanglante qui peut durer des années et coûter cher en vies humaines. Il vous suffit de détruire ce système éducatif et généraliser la corruption. Vous attendrez ensuite quelques années et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre et de les gouverner à souhait. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, au vu de la situation chaotique que vit le système éducatif nigérien, l'on se demande si le gouvernement n'a pas opté pour cet objectif, celui de détruire l'école nigérienne. En effet, il ne se passe pas de jour sans que des corporations syndicales ne soient en mouvement. Aujourd'hui, les grèves se sont transportées de la maison des jeunes Diaz Sekou, comme le disait un ministre, jusqu'au fin fond des îles de la Komadougou. Le malaise social est généralisé dans le Niger. Marche suivie de meetings des enseignants par-ci, grève des étudiants et scolaires par-là, à telle enseigne qu'on se demande si cette année académique pourra être sauvée. Et pire, en lieu et place des négociations fécondes pour sauver l'école nigérienne, le gouvernement déploie les forces de l'ordre jusque dans les campus pour mater les scolaires et les étudiants. Comme si la violence aveugle est la seule réponse aux revendications somme toute légitimes des manifestants, qui sont entre autres le paiement des bourses et allocations. Quant aux enseignants, ce sont les menaces et intimidations, les suspensions à leur poste de responsabilité qui les attendent après chaque mouvement de grève. La même politique du bâton.
Et quand on les convie, donc les enseignants, à une négociation, c'est pour leur signifier que les caisses de l'État sont vides et qu'ils doivent encore attendre pour rentrer dans leurs droits, notamment le paiement des arriérés de salaires et pécules de 4 à 5 mois. Convenez avec moi, monsieur le président de l'Assemblée nationale, chers collègues, que ventre creux n'a point d'oreille. Il serait indécent aujourd'hui de demander à un employé de travail sans salaire et qui plus est enseigne au fin fond de la brousse. Ce spectre d'arriérés de salaire, de pécule, de bourse et d'allocation que les Nigériens pensaient avoir exorcisé depuis belle lurette, donc depuis l'an 2000, période pendant laquelle étaient aux affaires des autorités que le parti au pouvoir, alors à l'opposition, qualifiait d'ennemi de l'école nigérienne. Tout est maintenant clair dans l'esprit des Nigériens. Anga Kamoulit de Nakowa. À en croire le gouvernement, le Niger dispose de classes en maturité définitive qui ne seraient pas occupées par les élèves parce qu'elles ont été construites en abondance. Mais à notre corps défendant, nous assistons aujourd'hui à des scènes inédites. Des élèves qui prennent des cours dans les rues ou sous des arbres. Le gouvernement est même incapable aujourd'hui de diriger les classes en pilote. C'est des particuliers qui se substituent au gouvernement en construisant des hangars. L'exemple de l'école Tiangrei en est l'illustration. Voilà, entre autres, Monsieur le Président, quelques aspects que vit l'école nigérienne dans son ensemble. Et cela risque de s'empirer au vu de la sous-évaluation des besoins du secteur éducatif contenu dans le vrai faux budget présenté et adopté récemment par qui vous savez. En effet, comment comprendre et admettre que des budgets cumulés de 4 ministères en charge de l'éducation ne représentent que 13,78% du budget général? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Nigérien est en droit aujourd'hui de clamer haut et fort que votre gouvernement veut se constituer comme, non pas l'ennemi de l'école nigérienne, comme ont taxé les autorités de la Ve République, mais comme son bourreau. Sinon, comment comprendre que sur une prévision de 84 milliards que constitue le montant annuel des pécules des contractuels, seuls 42 milliards ont été budgétisés? Cet acte dénote-t-il votre volonté de réduire de moitié l'effectif des contractuels en exercice? Cela n'est guère étonnant lorsqu'on sait que tout récemment votre gouvernement a licencié des cadres de régie financière sous le fallacieux prétexte qu'ils sont fraudés. La vraie raison est ailleurs. Votre gouvernement veut maîtriser une masse salariale hors critère de convergence de l'UMOA. En son temps, une haute personnalité de l'Assemblée nationale vous avait prévenu qu'il arrivera un moment où votre gouvernement ne pourra plus faire face aux dépenses salariales. Et voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues parlementaires, il a véritablement péril à la demeure. L'heure est grave et seul un sursaut national peut sauver l'école nigérienne. Et pour cela, je propose une réduction substantielle du train de vie de l'État. 1. Les fonds politiques des différents responsables des institutions doivent être réduits de moitié. 2. La réduction aux 3/4 de la pléthore des conseillers chargés de mission à la présidence de la République, la présidence de l'Assemblée nationale et la primature. 3. La réduction de moitié de la taille du gouvernement. 4. La réduction de moitié des indemnités des députés et des ministres. 5. La réduction de moitié des commandes de matériel de répression, matraques et autres gaz lacrymogènes. Ce faisant, nous aurions engagé des ressources nécessaires pour confectionner des classes en paillotte et combler le gap de 42 milliards qui constitue le pécule de la moitié des contractuels. Vous voyez bien qu'à chaque fois que la démocratie et l'état de droit sont menacés, vous êtes pour les forces vives le seul relais
pour porter l'information et la vraie à l'opinion nationale et internationale. Nous vous en remercions pour cela. Vous avez observé avec nous que les députés de l'opposition, les députés membres du groupe parlementaire Modène FA Lumana Africa et du parti Hankouri se sont retirés des travaux en plénière ce matin. Je voudrais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est pour nous élever contre cette volonté d'instaurer la dictature à l'Assemblée nationale que caresse le président de l'institution, en l'occurrence M. Hussein Tinni. Deuxièmement, pour rappeler au président de l'Assemblée nationale, M. Hussein Tinni, qu'il a juré sur le Coran et qu'à ce titre, il n'a pas le droit de se comporter dans la direction des débats à l'Assemblée nationale comme un militant du PNDS Taraya. Troisièmement, pour dire à cette majorité arithmétique qu'elle ne doit pas croire que parce que nous sommes une minorité au niveau de l'Assemblée nationale, que nous allons nous laisser faire, que nous n'allons pas faire le travail pour lequel le peuple nigérien a élu chacun et chacune d'entre nous. De quoi s'agit-il? Un membre de notre groupe a interpellé le Premier ministre chef du gouvernement relativement à la situation chaotique du système éducatif au Niger. Vous avez observé que comme cela est permis par les dispositions de notre règlement intérieur, le Premier ministre a délégué un certain nombre de membres du gouvernement pour venir y répondre. Cela n'est pas un problème puisque le texte le consacre. Il s'est trouvé que hier, la députée en question, membre de notre groupe, a eu des soucis de santé et que conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle a produit une procuration à un autre député pour agir en son nom. Et je vous inviterai à lire les exemplaires, les formulaires de procuration pour voir ce que ça contient. Donc, une fois que les députés signent la procuration, c'est pour que celui qui est détenteur de la procuration puisse assister en lieu et place à toutes les réunions des parlementaires de l'Assemblée, tant dans l'hémicycle que partout où besoin sera, pour prendre part aux délibérations et aux votes sur les questions à l'ordre du jour. Accepter toute fonction sans démettre aux effets ci-dessus, passer et signer toute feuille de présence, procès-verbaux, registres ou toute autre pièce. Et enfin, substituer et généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable. Donc je pense que c'est très clair.
les députés détenteurs de la procuration peuvent valablement agir en lieu et place de celui qui lui a donné le mandat. Nous sommes arrivés en salle et du reste la question a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis hier. Mais dans la salle, d'abord, on fait que on n'est pas très au courant, alors que l'administration a authentifié la procuration. Ensuite, on dit que ce n'est pas dans le règlement intérieur, mais on va violer à moitié les règlements intérieurs, puisque c'est ça que ça veut dire. On dit que les usages, par le passé, ont autorisé à ce que un des secrétaires élus donne lecture du contenu de l'interpellation. C'est ce qu'ils ont fait. Mais même si on va dans leur logique où il faut violer le règlement intérieur, on ne doit pas la violer à moitié. Après avoir donné le contenu de l'interpellation, nous avons dit que nous allons exercer notre droit de réplique. Parce que dès que les membres du gouvernement auront fini de donner des explications après le débat général, les députés auteurs de l'interpellation ou dans le cas qui nous concerne son mandataire a bel et bien un droit de réplique. Et c'est cela qui nous a été froidement refusé par le président de l'Assemblée nationale, qui pour la circonstance et comme d'habitude s'est caché derrière cette majorité arithmétique. Mais nous comprenons pourquoi on nous pousse à nous taire, surtout sur cette question. Parce que on ne veut pas que nous disions au peuple nigérien que contrairement au discours, la réalité en ce qui concerne la prise en compte des problèmes au niveau du système éducatif et tout autre. Nous avons adopté il y a 48 heures, ils ont adopté il y a 48 heures la loi des finances. Il ne veut pas que nous disions que dans cette loi de finances, seulement 13,78% du budget général ont été affectés au système éducatif. Donc aux 4 ministères, aux 4 départements ministériels qui composent le système éducatif. En lieu et place, si vous vous rappelez bien, de 25% promis. Ça, c'était leur promesse, qu'ils allaient injecter dans le système éducatif 25% du budget général. Nous sommes à 13,78%. Ils ne veulent pas que nous disions à l'opinion que, par exemple, le budget des universités a été amputé de 40 milliards. 46 milliards. Alors, comment est-ce que par la suite des problèmes ne se poseraient pas si en amont les différentes universités, le ministère de l'enseignement supérieur, l'ANAP, ont de manière objective élaboré leurs prévisions et que par la suite on ampute ces prévisions de 46 milliards. Ils ne veulent pas non plus qu'on dise à l'opinion que pour l'éducation de base, en dehors des régions d'Agadez et de Niamey, chacune des autres régions totalise au minimum
3 mois d'arriéré de pécule. Et que, à ce niveau également, les prévisions ont été réduites de manière drastique. Et vous savez quelle réponse ils donnent à nos députés au niveau des différentes commissions qui posent légitimement la question? Non, ils pensent que de manière, et ça de manière aléatoire, que la Halcia, à travers ses missions de contrôle, va dégraisser la masse au niveau des pécules. C'est une insulte à notre intelligence, c'est un non-respect au peuple nigérien. On ne peut pas, sur la base d'une gouvernance aléatoire, régler les problèmes de l'école nigérienne. Ils ne veulent pas non plus que nous vous disions que les fondateurs des écoles privées ont parfaitement eu raison de dire que dans certaines écoles, ils ont créé de manière artificielle, j'allais dire de manière hors norme, des classes pour recruter la clientèle politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une école avec les élèves qui ont officiellement été orientés, mais que on crée des classes pour que les enfants des plus nantis qui n'ont pas eu la possibilité d'être orientés ou qu'on ne veut pas envoyer au niveau des écoles privées, qu'on les mette au niveau de ces classes. Donc en même temps, on fait de la concurrence déloyale aux écoles privées. Ça aussi c'est un fait et ils ne veulent pas que nous le disions. Tout comme ils ne veulent pas que nous fassions cas de la multitude d'arrêtés de création d'écoles privées qui n'a jamais obéi aux règles en la matière. On fait à main levée des arrêtés à la clientèle politique pour ouvrir des écoles privées. Ils ne veulent pas non plus qu'on vous dise qu'au Niger, même les écoles qui n'ont jamais fait parler d'elles en termes de mouvement, en termes de mouvement d'humeur, que même ces écoles aujourd'hui sont empêtrées du fait de leur gouvernance dans des problèmes inextricables. Je vais parler de l'EMIG, où toutes les activités sont depuis belle lurette arrêtées parce que tout simplement les moyens pour faire le salaire, les moyens pour faire les recherches, les moyens pour assurer aux étudiants qui sont là-bas le minimum, ces moyens ne suivent plus depuis un certain temps. Ils ne veulent pas que nous vous disions que pendant qu'ils étaient à l'opposition, ils nous ont toujours considérés comme des anti-écoles. Parce que, selon eux, il y a des possibilités, il y a des moyens, entre autres, de mettre fin aux classes en paillotte. Depuis qu'ils sont là, non seulement les classes en paillotte se sont multipliées par je ne sais combien, et pire, même les moyens pour acheter les sécos et construire les classes en paillotte ne suivent plus. Badala Nouroussi ici ce coup, il m'a tendé d'inchina.
Et ça, c'est pas loin. C'est ici à Niamey. Et vous avez observé, puisqu'il y a eu un reportage là-dessus, ici à l'extension Tiangaray. Les élèves étudient sous les arbres. Il a fallu que grâce au reportage que vous avez effectué, que certaines bonnes volontés décident d'acheter des sécos afin que les élèves aient quelque chose sur la tête. Tout ça là, ils ne veulent pas qu'on le dise parce que leur gouvernance est caractérisée par des scandales. Pour faire une digression, vous avez observé que pendant que le système éducatif est totalement abandonné, eux, ils choisissent, sans respecter le peuple nigérien, de prendre 16 milliards, quoique le ministre dans ses réponses nous dit c'est plus que 16 milliards, c'est 21 milliards pour réparer un avion, fut-il un C-130. C'est vous dire que les choix politiques sont mal cernés et que nos gouvernants actuels n'ont que faire de l'école nigérienne. Nos gouvernants actuels n'ont pas pitié du peuple nigérien. Nos gouvernants actuels naviguent à vue, puisqu'il n'y a pas de planification sérieuse. Le cas des enseignants contractuels au niveau du primaire, je crois, est très illustratif, où on compte sur une mission aux résultats encore aléatoires, puisque personne ne sait ce que ça renferme, pour dire il manquera tel nombre d'enseignants, donc dans nos prévisions, nous amputerons tel montant. Donc voilà, mesdames et messieurs les journalistes, les raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous députés de l'opposition, nous avons décidé de nous retirer pour ne pas être associés à ce complot contre le peuple nigérien, pour ne pas être associés à ce complot contre l'école nigérienne. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes 31 aujourd'hui que nous allons baisser les bras. Non, la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale nous confèrent des droits que nous entendons exercer dans leur plénitude. Et à chaque fois que M. Hussein Tinni nous empêche de nous exprimer à l'intérieur de l'hémicycle, nous ferons appel à vous pour que l'opinion, pour que nos électeurs, pour que le peuple nigérien en soit informé